Je suis entré sur le parking du restaurant L'Apogée à exactement 19h15, avec 15 minutes de retard délibéré. Ma femme m'avait envoyé des SMS tout l'après-midi pour me dire d'être à l'heure, à quel point cette soirée était importante, et comment ce lancement allait tout changer pour nous. Elle n'avait aucune idée à quel point elle avait raison sur ce dernier point. L'Apogée était le nom qu'elle avait choisi pour son restaurant. De la fusion gastronomique, comme elle l'appelait, le genre d'endroit où un simple pavé de bœuf coûte 60 € et où la carte des vins ressemble à une encyclopédie. Elle planifiait cela depuis 2 ans, obsédée par chaque détail, des luminaires sur mesure à la nuance exacte de crème pour les serviettes, et j'avais financé chaque décision avec l'argent qu'elle pensait être le sien pour toujours. Le voiturier a regardé ma voiture avec une déception à peine dissimulée. Une Peugeot 508 vieille de 10 ans, propre, mais visiblement pas neuve. Rien à voir avec les Porsche et les Mercedes qui s'alignaient déjà sur le parking. Je lui ai tendu les clés et je me suis dirigé vers l'entrée en ajustant ma cravate. J'avais mis mon meilleur costume ce soir-là. Un gris anthracite avec de fines rayures subtiles. Si cela devait être la dernière fois que je voyais ces gens, je voulais avoir fière allure. Dès que j'ai franchi les portes vitrées, j'ai su que quelque chose clochait. L'énergie dans la pièce a changé, comme si quelqu'un avait modifié le thermostat. Les conversations ne se sont pas arrêtées net, mais elles sont devenues plus calmes, plus intentionnelles. Les têtes se sont tournées, les yeux m'ont trouvé, et puis sont venus les sourires. Le genre de sourire qui n'atteigne pas les yeux. Le genre qui dit « Nous savons quelque chose que tu ignores ». Je reconnaissais la plupart des visages. Ses amis de l'école culinaire Ferrandi portant leur veste de chef comme des médailles d'honneur. Les investisseurs qu'elle avait courtisés pendant des mois. Des hommes plus âgés en costume sur mesure qui avaient signé des chèques parce qu'ils aimaient la façon dont elle souriait à leurs histoires ennuyeuses. Les critiques gastronomiques des publications parisiennes tenaient déjà des coupes de champagne, l'air ennuyé. Et dispersés parmi nos soi-disant amis communs, des couples avec qui nous avions dîné des dizaines de fois, des gens qui avaient mangé à notre table et ri à nos blagues. Chacun d'entre eux me regardait comme si j'étais une blague qu'ils avaient déjà entendue. Je me suis dirigé vers le bar, gardant une expression neutre. Un jeune barman, probablement 23 ans et essayant trop fort d'avoir l'air sophistiqué, m'a fait un signe de tête. « Que puis-je vous servir ? » Un whisky sec. Un double. Pendant qu'il versait, je l'ai entendu. Une voix derrière moi. Masculine, délibérément assez forte pour porter. « Tu y crois ? » Le mari d'essai est vraiment venu. Des rires ont suivi. Pas des rires hésitants ou embarrassés, mais le genre confiant qui vient quand tout le monde est dans la confidence. Je ne me suis pas retourné. J'ai pris mon whisky, bu une lente gorgée et laissé la brûlure s'installer dans ma poitrine. Le mari d'essai. C'est comme ça qu'il m'appelait. Comme si j'étais une sorte de tour de chauffe avant qu'elle ne trouve ce qu'elle voulait vraiment. Te voilà. Sa voix a coupé à travers le bruit. Brillante et fausse. Je me suis tourné pour trouver ma femme, Chloé, s'approchant, portant une robe de cocktail noire que je n'avais jamais vue auparavant. Probablement achetée spécialement pour ce soir. Probablement achetée avec l'argent de notre compte joint tout en prévoyant de m'effacer de sa vie. « Tu es en retard », a-t-elle dit, son sourire crispé. « La circulation sur le périphérique », ai-je répondu. « L'endroit est magnifique. Tu dois être fier. » Quelque chose a vacillé sur son visage, trop rapide pour être lu. « Nous devons parler en privé. » Elle n'a pas attendu ma réponse, s'est simplement retournée et a marché vers une porte marquée et privée près du fond de la salle à manger. J'ai suivi, conscient de chaque paire d'yeux traquant notre mouvement. Les chuchotements ont commencé avant même que nous quittions la pièce. Le bureau privé était petit, probablement destiné à la paperasse et à la gestion des stocks, un bureau, 2 chaises, une armoire à dossier, fonctionnelle. Elle a fermé la porte derrière nous et le bruit de la fête est devenu étouffé, lointain. « Je suis contente que tu sois venu », a-t-elle commencé, mais son ton suggérait le contraire. Je n'aurais manqué ça pour rien au monde. 2 ans de planification, 8 millions d'euros d'investissement. C'est une grande soirée. Sa mâchoire se contracta. À ce propos, nous devons discuter de certains changements. Des changements ? Elle a cherché dans un tiroir et a sorti une enveloppe Kraft, le genre que les avocats utilisent pour les documents importants. Elle l'a tenue un moment comme si elle reconsidérait la chose, puis l'a posée sur le bureau entre nous. Je pense que nous savons tous les deux que ce mariage ne fonctionne plus depuis un certain temps. J'ai pris mon verre et bu une autre gorgée,
laissant le silence s'étirer. Elle voulait que je discute, que j'aie l'air surpris, que je lui donne une sorte de réaction émotionnelle qu'elle pourrait utiliser pour justifier ce qui allait suivre. Je ne lui ai rien donné. J'ai fait préparer les papiers, a-t-elle continué. Une séparation nette. Tu gardes tes comptes d'investissement. Je garde le restaurant. Nous partageons tout le reste équitablement. Pas de drame, pas de dispute, juste deux adultes reconnaissant que parfois les choses ne marchent pas. J'ai posé mon verre avec précaution. Tu demandes le divorce le soir de l'ouverture de ton restaurant. Je célèbre de nouveaux départs, a-t-elle corrigé. Le premier événement officiel à l'apogée, c'est moi prenant le contrôle de ma vie. C'est symbolique. Symbolique, ai-je répété. C'est une façon de voir les choses. Elle a poussé l'enveloppe plus près. Les papiers sont simples. Mon avocat a tout vérifié. Tu as juste besoin de signer et nous pouvons tous les deux avancer. Tu as dit aux gens que j'étais ton mari d'essai. J'ai obtenu une réaction. Ses yeux se sont légèrement écarquillés. Une surprise sincère perçant son calme répété. Qui t'a dit ça? Est-ce que ça compte? Est-ce que c'est vrai? Elle a eu la décence de détourner le regard. Les gens exagèrent. J'ai peut-être dit quelque chose sur le fait d'apprendre ce dont j'avais besoin dans un partenariat, sur la croissance, sur le fait que j'étais assez bon pour financer ton rêve, mais pas assez bon pour le partager une fois réalisé. Son expression s'est durcie. Ne rends pas ça plus laid que ça ne doit l'être. Tu as eu une belle vie avec moi, une vie confortable. Ce n'est pas parce que tu es inadéquat. C'est parce que j'ai besoin de quelque chose de différent maintenant. J'ai ouvert l'enveloppe et sorti les papiers. Convention de divorce par consentement mutuel standard. Exactement comme elle l'avait décrit. Partage équitable des biens. Pas de prestations compensatoires car nous avions tous les deux nos propres revenus. Rupture nette. Sur le papier, cela semblait raisonnable. Elle l'avait probablement montré à ses amis, sa famille, son avocat, et ils avaient tous convenu qu'elle était plus que juste. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que chaque euro dans les comptes de l'apogée, chaque équipement dans cette cuisine, chaque luminaire sur mesure dans cette salle à manger, tout cela était structuré comme un prêt, pas un don. Une dette garantie avec des conditions très spécifiques que son excitation lui avait fait négliger lorsqu'elle avait signé les papiers il y a 18 mois. J'ai sorti un stylo de la poche de ma veste. Tu es absolument sûr que c'est ce que tu veux? Complètement sûr. J'ai signé chaque page sans les lire. Des traits rapides et efficaces qui l'ont visiblement détendu. Elle s'attendait à une bagarre. Elle avait préparé des arguments. Elle avait probablement des réponses prêtes pour chaque objection que je pourrais soulever. Ma coopération l'a clairement déstabilisée. Voilà, ai-je dit en glissant les papiers sur le bureau. Félicitations pour ton nouveau départ. Elle a ramassé les papiers, vérifiant chaque signature comme si elle ne pouvait pas tout à fait croire que je lui avais rendu la tâche aussi facile. Merci d'être mature à ce sujet. Je sais que ce n'est pas facile, mais tu verras. C'est mieux pour nous deux. Je suis sûr que ça l'est, ai-je convenu en finissant mon whisky. Dois-je rester pour la fête, ou préférerais-tu que je parte? Je pense qu'il vaut mieux que tu partes. Moins gênant pour tout le monde. Bien sûr. Je ne voudrais pas mettre tes invités mal à l'aise. Je me suis levé, ajustant ma veste. Une question avant de partir. Quoi? Est-ce qu'il sait que tu divorces ce soir? Ton chef? Sait-il qu'il est la raison pour laquelle tu célèbres de nouveaux départs? Son visage est devenu livide. Je ne vois pas de quoi tu parles. Bien sûr que non. Passe une bonne soirée. Je suis sorti de ce bureau la tête haute et mon téléphone déjà à la main. Derrière moi, je pouvais l'entendre suivre, essayant probablement de comprendre ce que je savais vraiment. Dans la salle à manger, la conversation s'est arrêtée à nouveau alors que je traversais. Le mari d'essai partait. Pile à l'heure. J'ai remis mon ticket de voiturier au jeune homme dehors et j'ai attendu ma voiture, regardant l'apogée à travers les murs de verre. À l'intérieur, ma femme était entourée de gens la félicitant, portant un toast à son succès, célébrant son courage. Aucun d'entre eux n'avait la moindre idée de ce qui allait se passer. Mon téléphone affichait 3 contacts déjà en attente. Maître Lefebvre, mon avocat, Laurent, mon expert comptable, et Marc, l'enquêteur privé qui avait passé 6 mois à documenter chaque SMS, chaque week-end,
chaque mensonge que ma femme avait raconté tout en construisant son rêve avec mon argent. Le voiturier a ramené ma voiture. Je lui ai donné un pourboire de 20 € et je me suis mis au volant. Avant de sortir de ce parking, j'ai passé le premier appel. Maître Lefebvre, c'est moi. Exécutez le retrait. La totalité. Chaque compte, chaque paiement, tout ce dont nous avons discuté. Je veux que les comptes de l'apogée soient vides avant minuit. Êtes-vous certain, Alexandre, demanda-t-il, bien que son ton suggéra qu'il connaissait déjà la réponse. Complètement certain, elle a signé les papiers. Il est temps de lui montrer ce que signifie vraiment un laissez-le-point. J'ai raccroché et commencé à conduire. Au moment où j'atteignais le premier feu rouge, mon téléphone vibrait déjà d'appels entrants. J'ai souri et coupé le son. Laissez-la paniquer. Laissez-la s'agiter. Laissez-la ressentir ce que c'est quand la fondation sur laquelle on a construit disparaît soudainement. Cela allait être une très longue nuit pour tout le monde à l'apogée, mais pour moi, ce n'était que le début du spectacle, regarder tout ce qu'elle avait construit s'effondrer sous le poids de ses propres choix. Le trajet jusqu'à la maison a pris 20 minutes, mais j'en ai passé la majeure partie au téléphone à exécuter un plan que je préparais depuis 6 mois. Au moment où je suis entré dans le garage de mon immeuble, 3 pièces critiques étaient déjà en mouvement. Laurent a confirmé que le retrait des comptes d'exploitation de l'apogée serait terminé à 23h45 ce soir. Chaque paiement automatique prévu pour les 30 prochains jours était annulé. Salaire, fournisseur, électricité, prime d'assurance, tout. Le restaurant se réveillerait demain techniquement solvable mais fonctionnellement paralysé. Maître Lefebvre déposait une requête d'urgence pour geler nos comptes joints en attendant la procédure de divorce, citant des inquiétudes concernant la dilapidation des actifs. Il avait également envoyé une notification formelle aux propriétaires des murs de l'apogée concernant les obligations du bail et ma position de garant principal. Ce bail était à mon nom parce que son dossier de crédit n'avait pas été assez solide pour garantir l'espace seul. Des détails qu'elle avait commodément oubliés. Marc compilait déjà les dossiers de preuves, photos, SMS, reçus de cartes de crédit d'hôtel où je n'avais jamais séjourné. 6 mois de documentation montrant exactement quel genre de nouveau départ ma femme planifiait et avec qui elle les planifiait. Je me suis garé à ma place attitrée et j'ai pris l'ascenseur jusqu'au 8e étage. Mon immeuble n'était pas un palace, mais il était bien. Couloir propre, ascenseur fonctionnel, voisins discrets, le genre d'endroit où vivent les gens qui réussissent sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit. À l'intérieur de mon appartement, je me suis versé un autre whisky et je me suis installé dans le fauteuil en cuir près de la fenêtre. Paris s'étendait en contrebas, des lumières scintillant dans l'obscurité. Quelque part là-bas, ma femme acceptait probablement encore des félicitations, se prélassant encore dans l'attention, pensant toujours qu'elle avait réussi la stratégie de sortie parfaite. Mon téléphone était posé sur la table d'appoint, l'écran s'allumant toutes les quelques secondes avec des appels et des messages entrants. Je l'ai pris et j'ai fait défiler les notifications. 43 appels manqués dans la dernière heure. 17 d'elles, le reste de numéros que je ne reconnaissais pas. Probablement son associé, son chef, peut-être certains des investisseurs qui commençaient à poser des questions. Les messages racontaient leur propre histoire. Le premier est arrivé à 21h37, pourquoi tu ne réponds pas? On doit parler d'un truc avec les comptes. 21h51, c'est pas drôle. Rappelle-moi tout de suite. 22h04, qu'est-ce que tu as fait? La banque dit qu'il y a un blocage sur tout. 22h19, tu ne peux pas faire ça. Il y a des gens qui dépendent de cette entreprise. 22h38, s'il te plaît, parle-moi juste. On peut trouver une solution. J'ai reposé le téléphone sans répondre. Laissez-la sombrer. Laissez-la traverser toutes les émotions, de la confusion à la colère en passant par le désespoir. Elle m'avait fait subir pire au cours des 18 derniers mois. La liaison avait commencé un mardi. Je le sais parce que c'était la première nuit où elle est rentrée à 1h du matin avec une excuse concernant des réunions avec des fournisseurs qui avaient duré tard. Des réunions fournisseurs à minuit. J'avais hoché la tête, embrassé son front, et classé cette information pour plus tard. Son nom était Maxime, 29 ans, diplômé d'une grande école culinaire, pressenti pour une étoile Michelin, et avec un ego qui passait à peine par les portes. Elle l'avait embauché 8 mois après le début de la planification de l'apogée. Elle l'avait pris comme chef exécutif avec un salaire qui avait fait s'étouffer mon comptable. Elle l'avait justifié en disant, le talent a un prix, et si on veut que le restaurant réussisse, on a besoin du meilleur.
Ce qu'elle n'avait pas justifié, c'était les week-ends de recherche culinaire en Provence, ou les soirées tardives du mardi et jeudi qui devenaient un schéma hebdomadaire, ou la nouvelle lingerie achetée dans des boutiques de l'avenue Montaigne que je ne la voyais jamais porter à la maison. Je ne suis pas stupide. J'ai bâti un portefeuille de 43 millions d'euros à 38 ans en prêtant attention au schéma et en faisant confiance à mon instinct quand les chiffres ne collaient pas. Quand votre femme commence à vous traiter comme une transaction commerciale au lieu d'un partenaire, vous le remarquez. Alors, j'ai engagé Marc, ancien de la police judiciaire, dirigeant maintenant un cabinet d'enquête privé spécialisé dans le renseignement d'entreprises et, si nécessaire, les affaires personnelles. Je lui ai dit que j'avais besoin de confirmation avant de prendre des décisions. Il a livré les résultats en 3 semaines. Les photos étaient exhaustives. Ma femme et Maxime entrant dans un hôtel discret du quartier de l'Opéra, en sortant 6 heures plus tard, s'embrassant sur le parking d'un distributeur de vin, ses mains à des endroits qui n'avaient rien à voir avec des relations professionnelles. Des SMS parlant de notre avenir ensemble et combien de temps doit-on encore attendre et je ne peux plus faire semblant avec lui. Marc s'était excusé quand il m'avait montré le dossier. Désolé, Alexandre. Ce n'est jamais facile. Je l'avais remercié et lui avais demandé de continuer à creuser parce que si elle prévoyait de partir, j'avais besoin de savoir exactement comment elle comptait le faire et surtout ce qu'elle pensait emporter avec elle. C'est là que j'ai découvert les papiers du divorce qu'elle avait déjà fait rédiger, déposés au bureau de son avocat 2 mois avant ce soir. Dissolution standard, partage équitable des biens, pas de prestations compensatoires. Elle planifiait cela depuis un moment, attendant le bon moment, le bon lieu, le bon public pour faire sa grande déclaration. Elle se croyait si intelligente. Me divorcer au lancement du restaurant. Présenter cela comme une émancipation, une prise de contrôle de son récit. Me faire passer pour le mari confortable qui a été laissé derrière pendant qu'elle évoluait vers quelque chose de plus grand. Obtenir la sympathie, l'admiration et la liberté en une seule soirée parfaitement orchestrée. Ce qu'elle n'avait pas pris en compte, c'est que je l'avais vu venir et que j'avais bâti mes propres plans d'urgence. Chaque euro que j'avais investi dans l'apogée était structuré comme une dette garantie, pas comme des dons ou des biens matrimoniaux. Les contrats de prêt signés il y a 18 mois quand elle était trop excitée par son rêve pour lire les petits caractères incluaient des clauses de rappel immédiat si l'emprunteur se livrait à une fraude, une fausse déclaration ou des activités compromettant les intérêts du prêteur. L'adultère, surtout lorsqu'il impliquait l'utilisation de fonds empruntés pour financer des relations personnelles, entrait définitivement dans cette catégorie. Le bail des locaux du restaurant était à mon nom car son score de crédit n'était pas terrible. L'équipement acheté via le financement des fournisseurs me désignait comme l'obligé principal. Les licences commerciales, les polices d'assurance, l'enregistrement de la marque L'Apogée, tout cela avait mon nom attaché parce que les banques et les fournisseurs ne font pas confiance aux jeunes de 28 ans avec de grands rêves et aucune garantie. Elle avait bâti son empire sur mes fondations et maintenant je retirais chaque brique de sous ses pieds. Mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, c'était un appel d'un numéro que je reconnaissais, son père. J'ai laissé aller sur la messagerie. Quoi qu'il ait à dire, cela pouvait attendre qu'il comprenne ce que sa fille avait fait. À 23h15, Maître Lefebvre a envoyé un SMS, requête déposée. Compte joint gelé. Audience en attente. Son avocat a été notifié. À 23h42, Laurent a confirmé, retrait terminé. Compte d'exploitation vidé. Tous les paiements automatiques annulés comme demandé. À 23h57, Marc a envoyé son message, dossier de preuve livré. Ses parents, son associé et 3 investisseurs principaux ont maintenant la documentation complète de la liaison et la chronologie montrant qu'elle a planifié ce divorce tout en sollicitant activement votre investissement. J'ai fini mon whisky et m'en suis versé un autre. Dehors, la ville continuait son rythme nocturne, inconsciente du petit drame se jouant dans l'appartement d'un seul homme. Mais pour ma femme, pour Maxime, pour tous ceux qui avaient ri ce soir à propos du mari décès, leur monde était sur le point de basculer. Parce que voici ce qu'elle avait oublié dans sa hâte de passer à de nouveaux départs, je n'étais pas juste le mari confortable qu'elle pouvait jeter. J'étais l'investisseur qui tenait toutes les cartes, le garant qui contrôlait l'infrastructure, le stratège qui avait 3 coups d'avance tout le temps. Elle m'appelait le laissait, comme si j'étais un brouillon de la vie qu'elle voulait vraiment. Mais l'entraînement implique qu'on apprend quelque chose, qu'on s'améliore, qu'on ne commet pas les mêmes erreurs 2 fois. Elle était sur le point d'apprendre que la plus grande erreur n'est pas de choisir la mauvaise personne. C'est de sous-estimer la bonne. Mon téléphone a sonné à nouveau. 97 appels manqués maintenant.
J'ai souri et les retourné face contre table. Laissez-le sonner. Laissez-la paniquer. Laissez-la passer cette nuit à réaliser que signer ses papiers était la partie facile. Demain matin, quand le soleil se lèverait et que l'apogée essaierait d'ouvrir pour son premier jour officiel d'activité, elle allait découvrir ce qui se passe quand on construit un rêve sur de l'argent emprunté et qu'on trahit ensuite la personne qui a cru en vous assez pour le prêter. J'ai levé mon verre vers la fenêtre, vers la ville, vers l'avenir qui allait devenir très intéressant. Au nouveau départ, dis-je à personne, puisse-t-il t'enseigner tout ce que tu refuses d'apprendre. Les coups sur ma porte ont commencé à 23h43. Agressif, désespéré, le genre de coups qui disent que le monde de quelqu'un s'effondre et qu'il a besoin de réponses immédiatement. J'ai vérifié le flux de la caméra de sécurité sur mon téléphone. Chloé se tenait dans le couloir, toujours dans cette robe de cocktail noir, le maquillage coulé, les cheveux tombant de l'arrangement stylisé qu'elle avait plus tôt. Elle ressemblait à quelqu'un qui venait de voir sa vie entière imploser en l'espace de 3 heures. J'ai pris mon temps pour marcher jusqu'à la porte. Laissez-la frapper. Laissez-la sentir ce que c'est que d'avoir besoin de quelque chose de quelqu'un qui ne vous doit plus rien. Quand j'ai finalement ouvert, elle n'a pas attendu d'invitation. Elle m'a bousculé pour entrer dans l'appartement, se retournant avec des yeux sauvages. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Sa voix s'est brisée sur le dernier mot. Les comptes sont vides. Chaque compte, 8 millions d'euros, juste disparu. J'ai fermé la porte et me suis appuyé contre elle, croisant les bras. Disparu est inexact. Retiré est plus précis. Tu ne peux pas faire ça. C'est mon argent. C'est le capital d'exploitation du restaurant. En fait, c'est mon argent. Ça l'a toujours été. Tu l'as emprunté, signé des accords reconnaissant les termes, et maintenant j'exerce mon droit de rappeler le prêt. Elle m'a regardé comme si je parlais une autre langue. Quel terme ? De quoi parles-tu ? Tu as investi dans mon restaurant. J'ai prêté de l'argent à une entreprise commerciale avec des conditions spécifiques attachées. Des conditions que tu as violées. Par conséquent, le prêt est rappelé. Tout est parfaitement légal. Maître Lefebvre peut t'expliquer les détails si tu le souhaites, mais je suppose que tu préférerais ne pas le payer 400 € de l'heure pour des informations que tu aurais dû lire avant de signer. Son visage a traversé des émotions trop rapidement pour être suivi. Confusion, colère, incrédulité, panique. C'est de la folie. Tu détruis mon entreprise parce que tu es contrarié par le divorce. Je protège mon investissement parce que l'emprunteur s'est livré à une fraude. Fraude ? Quelle fraude ? Je suis passé devant elle vers la cuisine, me suis versé de l'eau, la laissant là à traiter l'information. Tu as sollicité des capitaux d'investissement tout en planifiant de divorcer de l'investisseur. Tu as utilisé des fonds empruntés pour financer une relation personnelle qui a compromis tes responsabilités fiduciaires. Tu as fait de fausses déclarations sur tes intentions et ton engagement envers l'entreprise commerciale. Fais ton choix. N'importe lequel de ces points constitue une rupture de contrat. Relation personnelle. Quoi, tu es ? Elle s'est arrêtée, la compréhension se faisant jour. Tu savais pour Maxime. Depuis 6 mois. Chaque chambre d'hôtel, chaque SMS, chaque mensonge que tu as raconté tout en dépensant mon argent pour construire un avenir avec lui. Oui, je savais. Elle s'est effondrée sur mon canapé. Ses jambes apparemment incapables de la soutenir plus longtemps. 6 mois. Tu savais depuis 6 mois et tu n'as rien dit. Pourquoi l'aurais-je fait ? Tu étais occupé à planifier ta stratégie de sortie. J'étais occupé à planifier la mienne. Je me suis appuyé contre le comptoir de la cuisine en la regardant s'effriter. La différence, c'est que la mienne fonctionne vraiment. C'est cruel. Tu es délibérément cruel. Non, je suis stratégique. Il y a une différence. Cruel aurait été de te confronter, de faire une scène, de te donner le drame émotionnel que tu aurais pu transformer en récit de victime. Ceci est juste du business. Tu voulais une séparation nette, souviens-toi ? Pas de drame, pas de dispute, juste 2 adultes reconnaissant que les choses n'ont pas marché. Elle a levé les yeux vers moi, le mascara striant ses joues. Il y a des membres du personnel qui dépendent de moi, des fournisseurs qui ont fait crédit. Mes parents ont investi leurs économies de retraite. Tu ne fais pas que me blesser. Tu détruis des gens innocents. Tes parents iront bien. Je structure un plan de remboursement qui protège leur investissement.
Ils étaient innocents là-dedans. Ils croyaient en leur fille. J'ai fait une pause. Quant au personnel et aux fournisseurs, tu aurais dû penser à eux avant de décider que m'humilier publiquement valait les applaudissements. Mon téléphone a sonné. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran et j'ai souri. Excuse-moi, je dois prendre ça. J'ai répondu sur haut-parleur. Maître, quelles sont les nouvelles? Les papiers du divorce qu'elle a déposés ont quelques problèmes intéressants, dit la voix de Maître Lefebvre remplissant mon appartement. Elle a listé l'apogée comme un bien matrimonial soumis au partage de la communauté. Mais comme c'est en fait une entreprise financée par une dette rappelée, elle a une valeur nulle. En fait, elle a une valeur négative une fois que vous tenez compte des obligations de location et des contrats de fournisseurs qui sont sur le point de faire défaut. Le visage de ma femme est devenu encore plus pâle. De plus, a continué l'avocat, le gel des comptes joints signifie qu'elle n'a aucun accès aux fonds opérationnels pour sa défense juridique, et les preuves d'adultère fournies par Monsieur Marc impactent significativement le partage des biens. Les tribunaux considèrent toujours la conduite lors de la fixation de la prestation compensatoire. Son avocat va avoir une conversation très difficile avec elle demain. Merci, maître. Envoyez-moi le dossier préliminaire d'ici demain matin. J'ai raccroché. Ma femme me regardait comme si elle ne m'avait jamais vu auparavant. Tu prends tout, a-t-elle chuchoté. Le restaurant, les comptes, même ma capacité à me défendre. Tu me laisses avec rien. Je te laisse avec exactement ce que tu as gagné, ce qui, si nous sommes précis, est une leçon très coûteuse sur les conséquences. J'ai fait une erreur. Les gens font des erreurs. Tu as pris une série de décisions calculées sur 18 mois. Des décisions qui impliquaient de mentir, de tromper, de voler et de planifier une humiliation publique. Ce n'est pas une erreur. C'est une révélation de caractère. Elle s'est levée soudainement, en colère maintenant au lieu d'être désespérée. Tu fais ça parce que ton ego est blessé. Parce que tu ne peux pas supporter que je sois tombée amoureuse de quelqu'un d'autre. J'ai ri. J'ai vraiment ri. Tu penses que c'est une question d'amour? Tu n'étais pas amoureuse de Maxime. Tu étais amoureuse de l'idée d'être la restauratrice à succès avec le petit ami chef célèbre. Tu voulais l'histoire, l'image, la validation. Maxime était juste l'accessoire qui rendait le tableau complet. Tu ne sais rien de ce que je ressens. Je sais que Maxime a arrêté de répondre à tes appels il y a environ 20 minutes, juste au moment où Marc lui a envoyé la documentation montrant que l'apogée est en faillite et que tu es sur le point de tout perdre. C'est drôle comme l'amour disparaît vite quand l'argent disparaît. Elle a sorti son téléphone, vérifiant quelque chose. Ses mains tremblaient. Quoi qu'elle ait vu, cela confirmait ce que j'avais dit. Non, il ne ferait pas ça. Nous avions des projets. Des projets qui dépendaient de mon argent finançant votre avenir ensemble. Sans ça, qu'est-ce qu'il obtient exactement? Une divorcée trentenaire sans actif et une entreprise ratée. Je suis sûr que c'est exactement ce qu'un chef de 29 ans qui vise le Michelin recherche. La combativité l'a quitté. Elle s'est effondrée à nouveau sur le canapé, le téléphone tombant de sa main. Comment peux-tu être aussi froid? J'étais ta femme. Nous avons été mariés pendant 6 ans. Et tu as jeté ces 6 années la première fois que tu es entré dans un hôtel avec un autre homme. Tu as fait ton choix. Et je m'assure simplement que tu en fasses l'expérience des pleines conséquences. Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? Je n'ai rien. Pas d'argent, pas d'entreprise. Non. Débrouille-toi. De la même façon que je l'ai fait quand j'ai commencé avec rien. Construis quelque chose. Gagne quelque chose. Crée quelque chose qui ne dépend pas de l'utilisation des gens qui tiennent à toi. J'ai marché vers la porte et je l'ai ouverte. Mais fais-le ailleurs. Nous avons fini ici. Elle s'est levée lentement comme si bouger lui faisait mal. À la porte, elle s'est arrêtée et a regardé en arrière. Je n'ai jamais voulu te blesser. Tu voulais m'humilier à ta fête de victoire. Tu voulais que tout le monde te regarde jeter le mari d'essai pendant que tu passais à des choses plus grandes et meilleures. Tu voulais les applaudissements plus que tu ne te souciais des dégâts. J'ai soutenu son regard. Eh bien, félicitations. Tu as l'attention de tout le monde. Maintenant, ils vont regarder ce qui se passe ensuite. Elle est partie sans un autre mot. J'ai regardé à travers la caméra de sécurité alors qu'elle marchait dans le couloir, les épaules tremblantes, l'image de la dévastation dans une robe de cocktail.
J'ai fermé la porte et je suis retourné à mon fauteuil près de la fenêtre. Mon téléphone affichait 134 appels manqués maintenant. Des messages de gens à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Soudainement très préoccupés par mon bien-être. C'est drôle comme le spectacle public fait ressortir les opinions de chacun. Demain matin, l'apogée ne pourrait pas ouvrir. Le personnel arriverait pour trouver des portes fermées et des chèques sans provision. Les fournisseurs appelleraient pour des paiements manqués. Les investisseurs exigeraient des explications. Et ma femme devrait faire face à chaque personne avec qui elle avait célébré ce soir et expliquer à quel point elle avait spectaculairement mal calculé. L'industrie de la restauration est petite. Les nouvelles voyagent vite. À midi demain, chaque chef, chaque investisseur, chaque critique gastronomique de Paris connaîtrait l'histoire. Pas la version qu'elle avait prévu de raconter, mais la vraie. Celle où l'ambition sans intégrité mène à la destruction. J'ai levé mon verre une dernière fois. À l'appartement vide, à la victoire silencieuse dont personne n'écrirait d'article. Certaines personnes construisent des empires. D'autres apprennent pourquoi les fondations comptent. Ce soir, ma femme a appris à quelle catégorie elle appartenait. Les 72 heures suivantes se sont déroulées exactement comme je l'avais prédit. L'apogée n'a jamais ouvert ses portes. Le personnel s'est présenté le lundi matin pour trouver des portes closes et un avis du propriétaire citant des violations de bail. Dès mardi après-midi, 3 fournisseurs avaient déposé des privilèges contre l'entreprise. Mercredi, l'histoire a frappé les blogs culinaires locaux. Restaurant très attendu ferme avant le jour d'ouverture. Irrégularité financière citée. L'article était prudent, juridiquement vérifié, mais la section des commentaires racontait la véritable histoire. Des gens qui avaient été à la fête de lancement, des gens qui avaient entendu le commentaire sur le mari d'essai, des gens qui avaient été témoins de la grande déclaration de ma femme. Ils ont rempli les détails que les journalistes ne pouvaient pas imprimer. J'ai passé ces 3 jours à travailler depuis chez moi, gérant la paperasse légale que Maître Lefebvre envoyait et regardant les retombées se dérouler à travers des mises à jour soigneusement sélectionnées. Marc me tenait informé des développements intéressants. Maxime avait effectivement disparu, bloqué son numéro, évité ses appels, et selon ses réseaux sociaux, il était déjà à Londres explorant des opportunités dans des restaurants qui avaient réellement des fonds. Sa réputation de jeune prodige lui achetait apparemment beaucoup d'options avec des gens qui ne venaient pas avec des bagages compliqués. Les investisseurs étaient moins indulgents. 2 d'entre eux avaient fait envoyer des mises en demeure par leurs avocats dès mardi matin. Son associé, une femme nommée Sophie qui avait mis 50 000 €, s'est présentée à mon bureau mercredi. « Je ne suis pas ici pour mendier », a dit Sophie, assise en face de mon bureau. « Je veux juste comprendre ce qui s'est passé. » Je lui ai tendu un dossier. Tout ce que vous devez savoir est là-dedans. La liaison, la chronologie, le fait qu'elle a sollicité des investissements tout en planifiant de divorcer de son principal soutien financier. Votre argent n'a pas été perdu parce que je suis vindicatif. Il a été perdu parce qu'elle a bâti une entreprise sur la fraude. Sophie a feuilleté la documentation, son expression se durcissant à chaque page. Elle nous a dit que vous étiez contrôlant, que vous essayiez de saboter son indépendance. Je suis sûr qu'elle l'a fait. C'est plus facile que d'admettre qu'elle a passé 18 mois à mentir à tous ceux qui lui faisaient confiance. Mais 50 000 sont partis. L'entreprise a des passifs dépassant les actifs d'environ 200 000 €. Vous ne récupérez rien, et personne d'autre non plus, sauf ses parents, que je protège parce qu'ils étaient sincèrement innocents. Sophie a fermé le dossier et s'est levée. Pour ce que ça vaut, je suis désolé. Nous aurions dû faire plus de vérifications sur son caractère, pas seulement sur son plan d'affaires. Après son départ, je suis retourné à l'examen de contrat pour une véritable opportunité d'investissement, une impliquant des gens qui comprenaient que la confiance et l'intégrité comptent plus que l'ambition. Jeudi après-midi, mon avocat a appelé avec les chiffres finaux. Le divorce sera finalisé dans 60 jours. Elle ne conteste rien parce qu'elle n'en a pas les moyens. Vous conservez tous les actifs significatifs. Elle récupère ses effets personnels et le solde de son compte chèque individuel, qui selon les relevés bancaires est actuellement de 473 €. La structure de remboursement de ses parents est en place. Ils recevront leur investissement complet sur 36 mois avec intérêt. Je leur ai déjà envoyé la documentation. Et pour l'espace du restaurant, le propriétaire résilie le bail. L'équipement est liquidé pour couvrir les dettes impayées des fournisseurs. Le nom L'Apogée et toutes les marques associées vous reviennent en tant que propriétaire enregistré. Si vous le vouliez,
Vous pourriez ouvrir un restaurant demain en utilisant son concept. J'ai souri à cela. Je n'ai aucun intérêt pour les restaurants. Laissez quelqu'un d'autre l'avoir. Déposez l'abandon de marque. Généreux. Pas généreux. Stratégique. Je ne veux rien qui me rappelle que cela est arrivé. Ardoise propre. Vendredi matin, j'ai reçu un visiteur inattendu. Son père a frappé à ma porte à 8 heures, l'air d'avoir vieilli de 5 ans en 5 jours. On peut parler, a-t-il demandé. Je l'ai laissé entrer. Il s'est assis lourdement sur mon canapé, au même endroit où sa fille s'était effondrée quelques jours plus tôt. Je suis venu te remercier, a-t-il dit doucement. Pour avoir protégé notre investissement. Nous aurions perdu notre maison sans ce plan de remboursement. Vous étiez innocent. Vous croyez en votre fille. Cela ne devrait pas vous coûter tout. Il a hoché la tête, fixant ses mains. Elle m'a appelé hier, a demandé si nous pouvions l'aider à obtenir un appartement, se porter garant pour un bail. Je lui ai dit non. Je n'ai pas répondu. Ce n'était pas ma place. Je l'ai mieux élevé que ça, a-t-il continué. Je lui ai appris l'intégrité, tenir sa parole, traiter les gens avec respect. Et elle a tout jeté pourquoi? Un restaurant chic et un chef qui s'est enfui dès que les choses sont devenues difficiles. Certaines leçons ne peuvent pas être enseignées. Elles doivent être vécues. Il a levé les yeux vers moi. Tu aurais pu la détruire complètement. La poursuivre pour fraude, porter plainte, t'assurer qu'elle ne travaille plus jamais. Mais tu ne l'as pas fait. Pourquoi? Parce que cela aurait été de la vengeance. C'était une question de conséquence. Il y a une différence. Il s'est levé pour partir, puis a fait une pause à la porte. Elle travaille comme hôtesse d'accueil dans un endroit au centre-ville. Elle recommence depuis le bas. Peut-être que c'est ce dont elle a besoin. Après son départ, je suis resté à ma fenêtre à regarder Paris se réveiller. Quelque part là-bas, ma future ex-femme apprenait ce que signifiait construire quelque chose sans raccourci, sans utiliser les gens, sans penser que le charme et l'ambition étaient des substituts au caractère. Le mari d'essai lui avait appris la leçon la plus importante de sa vie. Certaines fondations ne peuvent pas être empruntées. Elles doivent être gagnées. 6 semaines plus tard, j'ai signé les papiers finaux du divorce dans le bureau de Maître Lefebvre. Elle n'était pas là. Son avocat a livré sa signature séparément, probablement parce qu'elle ne pouvait pas se permettre de prendre congé de son travail d'hôtesse. Maître Lefebvre a glissé les documents sur son bureau. C'est fait. Rupture nette. Pas d'obligation en cours. Vous êtes officiellement libre. J'ai signé la dernière page et je n'ai rien ressenti. Pas de soulagement, pas de tristesse, juste la légère satisfaction de fermer un chapitre qui aurait dû se terminer différemment. Son avocat a mentionné qu'elle a postulé à 3 postes culinaires, a ajouté Maître Lefebvre. Travail de commis de cuisine. Repartir de zéro. Bien. Peut-être qu'elle apprendra quelque chose cette fois. J'ai quitté son bureau et j'ai conduit jusqu'à l'immeuble où l'apogée avait été. De nouvelles enseignes de propriété étaient déjà en place. Une chaîne de café prenait l'espace, arrachant ses installations sur mesure et son équipement coûteux. 2 mois de planification, 8 millions d'investissements. Tout cela réduit à une valeur de récupération et à un compte de mise en garde. Mon téléphone a sonné. Laurent, mon comptable. L'opportunité d'investissement dans cette start-up technologique est close, a-t-il dit. Vos rendements ce trimestre sont en hausse de 18%. Quoi que vous fassiez, continuez. Je fais juste des choix plus intelligents sur à qui je fais confiance. Ce soir-là, j'ai retrouvé Marc pour prendre un verre dans un bar du centre. Il avait fini sa facture finale, clos le dossier d'enquête, et voulait le livrer personnellement. Tu as géré ça mieux que la plupart des gens l'auraient fait, a dit Marc en glissant le dossier sur la table. La plupart des gars dans ta position s'effondrent complètement ou brûlent tout, y compris eux-mêmes. Tu n'as fait ni l'un ni l'autre. Je me suis juste assuré que les conséquences correspondent au choix. Ça demande quand même de la discipline. Il a levé son verre aux investissements intelligents et au fait de savoir quand couper les pertes. Nous avons bu à ça. En retournant à ma voiture, je suis passé devant le restaurant où elle travaillait. À travers la vitrine, je pouvais la voir installer des clients, portant un uniforme standard, souriant, ce sourire professionnel qu'elle avait perfectionné. Elle avait l'air fatiguée mais concentrée, plus vieille en quelque sorte.
Elle a jeté un coup d'œil vers la vitrine et nos yeux se sont croisés pendant exactement 2 secondes. Pas de reconnaissance, pas d'accusé de réception, juste 2 étrangers se croisant dans la nuit. J'ai continué à marcher. Il y a 3 mois, elle m'avait appelé son mari d'essai lors d'une fête pleine de gens qui riaient de la blague. Ce soir, elle pratiquait l'humilité à un pupitre d'accueil tandis que je m'éloignais avec tout ce que j'avais construit et protégé. Certaines personnes apprennent de leurs erreurs. D'autres deviennent des exemples de ce qui se passe quand on ne le fait pas. Elle avait choisi sa catégorie. J'avais simplement fait en sorte que tout le monde comprenne laquelle c'était. Des mois après avoir signé les papiers du divorce, j'ai vendu ma société d'investissement à une plus grande entreprise pour 62 millions d'euros. L'affaire a été conclue un mardi et j'ai passé cette soirée seul dans mon appartement à penser à la suite. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre. C'est moi. Sa voix plus calme que dans mon souvenir. J'ai entendu parler de ta vente. Félicitations. Merci. Le silence s'est étiré entre nous. Finalement, elle a parlé. Je voulais m'excuser. Pas parce que j'attends quoi que ce soit, mais parce que tu mérites de l'entendre. J'avais tort sur tout. La façon dont je t'ai traité, les choix que j'ai faits, penser que le succès signifiait laisser derrière la personne qui m'avait aidé à y arriver. J'apprécie cela. Maxime est fiancé maintenant à la fille d'un investisseur à New York. J'ai vu ça sur Instagram. Elle a ri, mais cela sonnait creux. Il s'avère que tu avais raison sur tout. Je le suis généralement quand il s'agit des motivations des gens. Je gère un restaurant maintenant. Un petit endroit, rien de chic, mais c'est un travail honnête et je construis quelque chose sans prendre de raccourcis ni utiliser les gens. Ça prendra des années pour arriver là où je voulais être, mais peut-être que c'est ça le but. Peut-être que ça l'est. Est-ce que tu penses parfois à ce que nous aurions pu être si je n'avais pas tout détruit? J'ai regardé les lumières de la ville, considérant la question honnêtement. Non, parce que la personne que je pensais que tu étais n'aurait pas tout détruit. J'étais marié à quelqu'un qui n'existait pas vraiment. Elle est restée silencieuse un long moment. C'est juste. Au revoir, Alexandre. J'espère que tu trouveras quelqu'un qui mérite ce que tu es prêt à donner. J'espère que tu deviendras quelqu'un qui mérite ce que les gens sont prêts à te donner. La ligne a coupé. J'ai supprimé son numéro de mon téléphone et j'ai versé le fond de mon whisky. Demain, je commencerai à regarder des opportunités dans différentes villes, différentes entreprises, différentes possibilités. L'essai était terminé. Le véritable début commençait juste. Elle m'a appris que certaines personnes voient les relations comme des tremplins vers quelque chose de mieux. Je lui ai appris que les tremplins ont une fâcheuse tendance à disparaître quand on arrête de respecter la fondation qu'ils fournissaient. Échange équitable. J'ai levé mon verre à l'appartement vide une dernière fois. Au nouveau départ, ai-je dit, le genre qu'on gagne vraiment.